Merci, je suis Xavier de la Selle, je suis le président de la FEMS et donc on va commencer ce petit temps qui est dans le programme, dans le programme que vous avez est intitulé temps protocolaire. Je crois que c'est comme ça que c'est indiqué, mais il n'y a pas les noms des personnes qui vont venir à la tribune pour s'exprimer. Je vais accueillir d'abord Madame Martin, qui est donc adjointe au maire de Dijon, déléguée à la culture, qui va prendre la parole en premier. Et puis ensuite, on donnera la parole à Isabelle Notaris, directrice de l'OSIM. Ensuite, je dirai quelques mots au titre de la FEMS. Et ensuite, on laissera la parole à Estelle Guy-Début, qui est adjointe au sous-directeur de la politique des musées au service des musées de France. Et nous terminerons avec Madame la directrice régionale des affaires culturelles, qui nous fait l'honneur de sa présence. Donc voilà, c'est un temps dit protocolaire, mais on a tous besoin d'entendre ces paroles inspirantes pour démarrer ces rencontres professionnelles. Donc Madame l'adjointe, si vous voulez bien. Bonjour à toutes et tous. Merci, Monsieur le Président. Vous venez de placer la barre un peu haute, puisque vous nous demandez d'être inspirants et inspirantes. Mais je ne doute pas un instant que nous allons l'être. J'entame la partie très protocolaire de ma prise de parole. Madame la directrice régionale des affaires culturelles, chère Aimée Roger, Madame l'adjointe au sous-directeur de la politique des musées au ministère de la Culture, Monsieur le président de la FEMS, Madame la directrice de l'OSIM, je l'ai perdue de vue, je ne sais pas où elle est, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de la FEMS, Mesdames et Messieurs les conservateurs, conservatrices, directeurs, directrices, Mesdames et Messieurs les intervenants, Mesdames et Messieurs, chers toutes et tous, au nom de Madame la maire de Dijon, Nathalie Kunders, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue et vous remercie d'avoir choisi notre ville pour ce moment important dans la vie de votre fédération. Vous me permettrez d'adresser un salut appuyé à Monsieur Hugues de Varine qui nous fait l'honneur de sa présence, ainsi qu'aux équipes de nos musées, à leur directrice, Madame Guéry-Gergotte, à Madame Vicky Buring, responsable des collections ethnologiques, très impliquée dans vos démarches, à Madame Champion, responsable du pôle valorisation des collections des musées de Dijon, ainsi qu'à Madame Zoé Blumenfeld-Kyodo, directrice de la valorisation du patrimoine, toutes deux membres de votre comité de pilotage. Permettez-moi également d'adresser un salut amical à Madame Cécile Lelon, directrice des archives municipales. J'aimerais également adresser un message de remerciement et de reconnaissance à l'OSIM, Madame la directrice, qui fête cette année son 40e anniversaire et qui nous a accompagnés notamment dans la préparation des ateliers. Le travail que vous menez, Madame, à travers l'OSIM, votre travail de veille, de formation et de partage des savoirs est précieux. Nous venons ensemble d'échanger un court moment et je vous en remercie sur les philosophies qui vous guident et que je partage en tout point. Je vous remercie de votre présence et de votre action sur notre territoire. La présence de Monsieur Hugues de Varine, pionnier et créateur de la nouvelle muséologie, et de cette philosophie des écomusées et musées de société, avec Georges-Henri Rivière, vient ici renouer un lien tout particulier avec Dijon, puisque c'est Salle des États, de l'autre côté de cette cloison, qu'en 1971, avec Robert Poujade, qui était alors maire et qui fut le premier ministre de l'Environnement, que le mot écomusée a, semble-t-il, été prononcé. Alors, je n'étais pas témoin de cette rencontre, je l'avoue, mais j'ai l'habitude de faire confiance à celles et ceux qui me disent les choses. Mesdames et messieurs, dans notre ville où la culture et le partage sont des piliers des politiques portées depuis plus de 20 ans, nous ne pouvons que nous relier à cette histoire des écomusées et musées de société avec volonté.
ainsi que nous souhaitons le patrimoine, alors que nous souhaitons, pardon, le patrimoine vivant, accessible et partagé par toutes et tous, les valeurs portées par la FEMS, pardon, trouvent largement écho ici. Cette pensée, établissant le rôle social des musées au service de toute la société, a conduit à la création des écomusées, musées de société, et plus largement à celle de la fédération. Que nous disait-elle dès l'origine? Elle nous indiquait l'importance de la construction des projets au cœur des territoires, avec les habitants, plaçant l'humain au centre des préoccupations et intentions. Elle nous parlait déjà de participation et d'implication au plus près des populations. Dans le monde que nous sommes en train de vivre et que nous traversons, et qui nous traverse aussi, pas toujours pour le meilleur d'ailleurs, dans ce monde fracturé, divisé, alors que nous recherchons une manière de renouer des dialogues, de rompre des isolements et de redonner du sens au mot lien, comment faire société et retrouver du commun, comment transmettre et construire ensemble dans un aller-retour permanent, que j'aime à dire sans mépris ni condescendance. Lorsque nous souhaitons élargir le public de nos propositions, nous savons que la voie empruntée est celle de l'implication réelle de toutes et tous. Quelles ambitions communes portons-nous pour que nos musées deviennent de véritables lieux d'expérimentation sociale et culturelle, des lieux de convivialité, afin que chacune et chacun puisse s'y sentir non seulement accueilli, mais légitime. Ces volontés d'ouverture, de construction d'un savoir citoyen, de démocratie culturelle et d'inclusion sont plus que jamais des nécessités absolues, alors même que la culture et son accès partagé ne semblent plus être des fondamentaux pour certains. Les écomusées naissent dans une société en mutation qui est celle des années 60 et 70, avec des revendications déjà fortes de participation et d'implication. Nous vivons actuellement une autre mutation, et je ne suis pas tout à fait certaine que ce soit pour le meilleur. À nous de savoir en saisir les contours pour construire d'autres possibles. Portons cette exigence de faire ensemble, acteurs institutionnels, associations, maisons d'éducation populaire et habitants experts dans toute leur diversité. Le musée de la vie bourguignonne, nouvel adhérent de la FEMS depuis 2024, embrasse ses ambitions et souhaite se positionner comme acteur dans la cité, créateur de liens et s'ouvrir à des partenariats, évidemment avec les publics empêchés, des actions participatives, des collectes, tout en embrassant les enjeux contemporains. Nous avons déjà, comment dire, en perspective, notamment avec les archives municipales, de belles expositions dont j'espère que vous viendrez les voir. Cette ambition de partage a été expérimentée récemment avec l'accueil au MVB de l'exposition Dijon Musique électronique, chère Cécile Lelong, portée par les archives municipales, un groupe d'associations, de citoyens et d'artistes, une radio associative ainsi qu'une maison d'édition indépendante, tout en organisant le collectage de témoignages et d'objets qui sont venus nourrir cette exposition. Si je me permets de prendre cet exemple, cher à mon cœur, c'est parce que nous avons réussi, Vicky, Cécile, à raconter l'histoire d'une ville, d'un territoire, à travers les mouvements sociétaux qui l'ont animé et à travers une forme très particulière des musiques populaires qui avaient à Dijon une vivacité intense, on va dire. Nous venons de fêter l'anniversaire, je m'égare, ne m'en veuillez pas, mais je vais faire court malgré tout,
des 30 ans de la salle de musique actuelle, qui elle-même était issue des luttes des musiciens, musiciennes, artistes publics, qui avaient souhaité que une salle puisse être dévolue à leurs pratiques artistiques. Les musiques électroniques, aujourd'hui encore, c'est un peu cela, une histoire de lutte. Même si elles sont présentes à peu près partout dans les paysages, n'empêche que les admettre est parfois complexe. Mais nous avons eu ce bonheur, Cécile, Vicky, de voir dans notre musée de la vie bourguignonne des publics qui n'avaient jamais franchi les portes de ce lieu. Un nombre de visiteurs extrêmement important, des enfants des écoles, des collégiens qui étaient venus parce qu'une action toute particulière, la classe L'Œuvre, avait été portée dans un quartier que l'on appelle prioritaire et que j'appellerais populaire, avec aussi des artistes. Et ces rencontres-là, elles sont pour nous fondamentales. Nous ne pouvons plus, et là j'ai quitté ma feuille, ça va être désastreux, nous ne... mais c'est pas grave, nous ne pouvons plus aujourd'hui penser nos établissements, qu'ils soient musées, qu'ils soient bibliothèques, qu'ils soient opéra, théâtre, comme nous les pensions. Nous sommes à un tournant, je vais même dire un tournant dangereux de notre société. Si nous n'embarquons pas dans un grand mouvement de participation, nos publics, bien sûr, c'est vague et vaste, nos publics. Si nous n'embarquons pas celles et ceux qui ne nous connaissent pas, qui ne nous traversent pas, et qui parfois même ne comprennent pas les enjeux qui sont les nôtres, nous ne parviendrons pas à prouver le fait que nous sommes essentiels. Nous avons déjà souffert puisque nos musées ont été fermés 7 mois durant la crise sanitaire. Je ne ferai pas une blague un peu bête, bien que j'en ai la tentation forte de vous dire, il est étonnant d'avoir imaginé un instant que nos visiteurs léchaient sans doute les tableaux. Mais néanmoins, à cet instant-là, des choses ont été abîmées. Le caractère essentiel de ce que nous portons et défendons a été abîmé. À nous de le reconstruire. Mais nous n'allons pas le reconstruire, pardonnez-moi de le dire ainsi, et ça vaut pour les politiques, sans peine et sans changement. Mais vous portez, vous, Écomusée, musée de société, une philosophie qui doit nous aider, nous guider, être le lien de tout ce que nous pouvons faire et imaginer, puisque ce qui est au cœur de vos démarches, c'est les multiples partenariats, les habitants comme experts, les liens que l'on peut tisser, le fait de co-construire des projets. On sent que notre société a besoin de ces allers-retours-là. On sent qu'il est nécessaire aujourd'hui de co-construire, y compris nos politiques publiques. Alors si nous voulons toujours être au cœur des services publics de la culture auxquels je suis tellement attachée, à nous de prendre exemple sur la philosophie qui a fondé, monsieur, l'existence des écomusées, musées de société et la FEMS. Je pense que votre manière d'être et de faire doit être inspirante pour toutes nos politiques publiques et nos établissements. Les musées peuvent être des lieux de rencontre, de partage, voire même de plaisir et de convivialité, il faut qu'on se le dise. Et puis, voilà, je vais m'arrêter peut-être pas trop loin d'ici. Je vais quand même faire la conclusion que j'avais écrite. Vous avez compris l'engagement de la ville de Dijon pour la culture. Ici, c'est 25% quasi du budget qui s'attache à la culture. C'est une volonté qui s'inscrit dans la municipalité conduite par François Rebsamen, puis aujourd'hui par Madame Nathalie Kunders, et nous ne lâchons rien. Il y a quelques jours, une médiathèque a brûlé dans un quartier populaire. Nous ne lâchons pas. Il y aura un service public de la culture et de la lecture dans ce quartier très très vite. Nos agents, agentes, toutes les personnes qui travaillent avec nous ont cette force-là chevillée. À nous d'en être dignes et à nous de construire des projets qui donnent du sens à ce qu'elles et eux portent. Merci à vous. Je n'ai pas lu ma conclusion. Soyez les bienvenus à Dijon. Moi, je suis vraiment heureuse de vous accueillir parce que les valeurs que vous portez
nous les portons et je souhaite que nous les portions mieux encore. Madame Fougeron, directrice, je, je ne vous avais pas vue, directrice du Muséum Jardin des Sciences, Jardin de l'Arquebuse. Pour tout dire, le muséum expérimente depuis très longtemps la participation citoyenne. Nous sommes d'accord? Merci à vous toutes et vous tous de m'avoir écouté. Et puis, bon séjour, bonne rencontre, bonne réflexion. Inspirez-nous. Madame la vice-présidente, merci infiniment pour votre soutien. Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, comme ça je suis sûre d'éviter toute erreur protocolaire, et très chers collègues, c'est avec une grande joie que toute l'équipe de l'OSIM se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue à Dijon pour ces 21e éditions des rencontres de la FEMS. Lorsque nous avons discuté de ces rencontres l'an dernier, on a évoqué Dijon avec Vicky, qui venait de rejoindre la FEMS, et avec la perspective de ce fameux anniversaire des 40 ans de Dijon, des 40 ans, pardon, de l'OSIM. Nous prenons de l'âge donc cette année, et comme souvent, les anniversaires sont l'occasion de regarder derrière tout en se projetant devant. Et donc c'est une belle occasion de rappeler que la raison d'être des écomusées et des musées de société résonne plus que très profondément avec les axes de travail et de réflexion de l'OSIM. Les grands enjeux contemporains que vous avez soulignés, Madame la Présidente, qui occupent ce périmètre thématique qui sont les sciences, les patrimoines et la société, sont au cœur de nos préoccupations et celles de vos institutions. Nous avons pu l'écouter hier soir et avant cela l'année dernière avec la conférence de Serge Chaumier. Les défis de notre époque sont nombreux, complexes, voire inquiétants. Ils s'infiltrent dans nos pratiques, dans nos institutions, dans nos réflexions quotidiennes. Nous les voyons surgir dans les débats, dans les attentes de nos publics et plus encore dans les responsabilités croissantes qui nous incombent. Aussi, il me semble important, naturel et nécessaire que nous consolidions nos liens, que nous renforcions nos collaborations qui ont déjà été patiemment tissées depuis plusieurs années, pour les poursuivre encore plus avec sérieux, mais sans raideur, avec passion et sans illusion. Et c'est ce que nous faisons, ce que nous transmettons, parce que tout ça n'a de sens que si ça s'inscrit dans un effort partagé, dans cette volonté commune de défendre la connaissance, rendre la science, la culture accessible à tous, dans chacun de nos territoires et en défendant encore plus le rôle du musée auprès et avec ses citoyens. Tout cela constitue nos dénominateurs communs. J'irai plus loin encore. L'engagement, ce n'est pas une idée vague, ce n'est pas une prière, ce n'est pas une simple intention. C'est une continuité. C'est un choix que nous renouvelons chaque jour et qui traverse nos motivations, nos pratiques professionnelles et qui anime nos esprits et nos actions. Nous en avions longuement parlé l'année dernière lors des rencontres de l'Avesnois. Nous avions aussi largement discuté de tous ces sujets qui en découlent et de ces préoccupations qui agitent nos consciences, qui interpellent nos communautés professionnelles et bien au-delà de nos cercles, touchant ceux qui, de près ou de loin, nous regardent avec une exigence accrue chaque jour. C'est donc le sujet de cette première lettre de l'OSIM dans son nouveau format. Voilà, merci beaucoup. Engagement et militance, la ligne de crête. Lorsque nous l'avons imaginé avec David Fernandez, le rédacteur en chef de la revue, nous ne pensions pas être à ce point au cœur de l'actualité. Alors ce numéro, il accorde une place significative et légitime à la FEMS, notamment en publiant un bel article sur son manifeste pour une ambition écologique et solidaire et en donnant la parole à son président Xavier Delascelles. Vous y découvrirez également le grand entretien avec notre grand témoin du jour que nous aurons la chance d'écouter tout à l'heure, Hugues de Varine. Vous aurez également l'occasion
de lire un échange entre les membres fondateurs du réseau des musées engagés, dont Olivier Cogne, ici présent, où est-il, et qui a été aussi le coordinateur de ces rencontres. Vous pourrez également lire un regard croisé entre la présidente du comité d'éthique du CNRS et Chiara Bartolotto, titulaire de la chaire UNESCO Patrimoine immatériel et développement durable. Par ailleurs, cette édition propose une petite nouveauté en collaboration avec la mutinerie. Vous pourrez faire connaissance, et je vous incite fortement à le faire, avec Destella Patterson. Vous ne connaissez pas Destella Patterson? C'est l'héroïne de la fiction qui reviendra dans chaque numéro sous la plume d'un grand auteur de littérature policière, différent à chaque numéro. Et ces aventures de Destella, elles sont confrontées à la problématique qui est portée par le numéro. Le premier à s'être plié à l'exercice, c'est Benoît Sévrac. On ne présente plus, hein, il a son rond de serviette à la grande librairie, qui s'est plié donc à cet exercice. Et je vais divulgacher un petit peu cette première aventure. Destella donc, doit monter une exposition temporaire dans un très beau musée, très beau écomusée de Bretagne. Et l'expo temporaire porte sur la santé des sols. Je vous laisse voilà, imaginer ce à quoi elle a été confrontée. Alors, si vous aimez ou pas ce nouveau numéro, dans son nouveau format de la lettre de l'OSIM, je vous remercie infiniment de nous écrire quelques mots. Nous avons besoin de ces témoignages écrits. Et je tenais à vous présenter aujourd'hui aussi quelques informations sur les nouveautés de l'OSIM. Je vous prie de m'en excuser à l'avance, on va passer un petit peu à la phase réclame du moment, mais c'est important pour nous, pour la continuité du service de l'OSIM. L'équipe a beaucoup travaillé et en très peu de temps pour concevoir cette nouvelle offre, l'étoffer et faire en sorte qu'elle soit disponible en ce début d'année 2025. Donc la lettre de l'OSIM évolue dans son format, mais également dans son mode de diffusion. Désormais, l'abonnement à la lettre de l'OSIM devient l'abonnement à l'offre de l'OSIM. Vous continuerez à recevoir ces 3 numéros par an, qui seront désormais thématisés, et les autres articles hors thème seront publiés au fil de l'eau sur notre site internet, toujours accessible aux abonnés et également à l'unité pour ceux qui ne sont pas abonnés. Vous pourrez également bénéficier des flux de veille sur nos sujets professionnels et nos sujets d'actualité. Et tout cela est disponible désormais sur la boutique en ligne de l'OSIM, y compris pour les bons de commande. Et avec cette offre, vous bénéficiez d'un accès prioritaire à notre événement pour les 40 ans de l'OSIM. Alors, pour célébrer ces 40 ans, nous avons souhaité créer un événement qui soit à la fois fédérateur et qui fasse sens, qui soit festif, mais qui mêle aussi échange, réflexion sur un sujet qui touche tous nos communs, qu'ils soient scientifiques, écologiques, politiques, culturels, sociétaux. Nous voulons créer un événement qui soit à la fois déstabilisant et à la fois intelligent. Et donc, c'est ce format de la Biennale professionnelle de l'OSIM qui s'intitule « Les semences du patrimoine de la terre à l'assiette, un patrimoine à cultiver ». Nous avons choisi ce sujet qui mobilise très fortement le territoire dijonnais, l'alimentation. Agnès Fougeron du Jardin de l'Arquebuse sera également partie prenante de cet événement. Et un thème qui soit tout autant un patrimoine qui traverse tous les patrimoines, le patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, le patrimoine historique, qui est à la fois enraciné dans nos identités et nos traditions et résolument important pour nos questions d'avenir. Ce rendez-vous, il se tient à Dijon le 19 et 20 juin, au lendemain de la journée mondiale pour la gastronomie durable. Et en exclusivité pour vous, mesdames et messieurs, nous dévoilons quelques éléments du programme. La conférence inaugurale sera assurée par Damien Connaré, qui est le secrétaire général de la chaire Alimentation du Monde et qui nous a fait l'honneur d'être le parrain de cet événement. Vous aurez donc évidemment plusieurs conférences, plusieurs tables rondes, avec, alors là, vous pouvez passer, pardon, Titouan, donc 2 jours, on rappelle, voilà, Damien Connaré. Vous avez également plusieurs tables rondes avec un certain nombre des personnes que vous voyez ici, dont je vais vous révéler certains noms de ces tables rondes, espèces sous influence ou du mammifère omnivore au cerveau gourmand, avec, je vous invite fortement à connaître cette conférence dégustée qui est assez intéressante. Et par ailleurs, nous avons le même âge exactement et nous le célébrons
exactement le même jour. C'est pourquoi nous avons envisagé une surprise en duplex avec nos collègues de l'alimentarium à Vevey, en Suisse. Vous allez, j'en suis certaine, aimer les ateliers qui vous sont réservés cet après-midi. Alors vous adorerez ceux de la Biennale, qui ont été spécialement conçus pour l'occasion. Je vous laisse de voir derrière moi quelques noms de ces ateliers qui sont prévus. Personnellement, j'ai un petit faible pour ta planète, tu la préfères bleue ou à point. Voilà. Les restitutions de ces ateliers ont été pensées et créées pour faire en sorte que ce soit un vrai moment de partage entre professionnels de musée et universitaires. Donc, tous les intervenants des tables rondes et des conférences auront une part très active au travail de restitution de ces ateliers. Par ailleurs, nous sommes également en ce moment confrontés à un très gros travail de collecte. Ce pourquoi nous avons décidé de vous solliciter aujourd'hui, de réclamer votre aide. Et donc, on va vous prendre un peu de votre temps. Rassurez-vous, je sais qu'il est précieux, donc pas trop. Je pense 10-15 minutes devraient suffire pour que vous puissiez contribuer au livre d'or de l'OSIM. Et donc, nous vous demandons de nous adresser vos témoignages, vos anecdotes, vos souhaits, vos revendications, un simple mot, soit sur les cartes postales qui vont vous être distribuées, soit, si vous le préférez, mais pas question d'oublier, sur la lettre, l'adresse mail que vous voyez derrière moi. Je terminerai sur un tout autre sujet. L'OSIM participe à un projet de recherche européen, Museum on Industry, Long History of Collaboration. Ce projet européen fait très largement écho à la conférence que nous avons eue hier soir, puisqu'il explore l'influence historique et contemporaine entre l'industrie et le travail des musées. Et dans ce cadre, nous co-organisons un atelier avec notre collègue Yann Domenech, voilà, que vous entendrez tout à l'heure, sur les relations déontologiques des professionnels des musées avec les acteurs industriels de leur territoire. Cet atelier a lieu le 2 avril à l'écomusée, donc au château de la Verrerie, et il nous reste quelques places. Si parmi vous, des professionnels sont intéressés pour y participer, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi ou de Yann. Je termine en vous remerciant beaucoup pour votre attention et votre soutien, et je nous souhaite que ces rencontres soient une très belle source d'inspiration, y compris pour nos autorités, et de fécondes synergies pour nos projets futurs. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci beaucoup Isabelle. Finalement, ce temps protocolaire s'élargit et en même temps, on a un timing à respecter. Beaucoup de choses ont déjà été dites et je vais commencer quand même par saluer à nouveau les personnes qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Et donc, je vous remercie beaucoup, Madame l'adjointe, pour ce que vous avez dit. Je souscris et vous m'avez presque coupé l'air sous le pied parce que tout ce que vous avez dit, une grande partie en tout cas, je n'aurais pas pu mieux faire. Et merci beaucoup pour ces paroles très, très stimulantes, très encourageantes. Et donc, je salue également la présence de Madame Roger, directrice régionale des affaires culturelles, et puis Estelle Guy-Début, adjointe au sous-directeur des collections, au service des musées de France, qui prendra la parole juste après moi. Alors, je vais quand même compléter les remerciements que vous avez longuement énumérés tout à l'heure. Je vais les compléter. Alors, d'abord, en me réjouissant de la tenue de cette 21e édition des rencontres professionnelles de la FEMS à Dijon, dont on comprend déjà, et on l'a compris déjà hier soir, à quel point elles étaient déjà un succès par le nombre des participants, des nombres d'inscrits. Plus de 170 personnes, collègues qui sont inscrits, qui ne sont pas présents forcément à chaque instant, mais ça montre déjà le succès que nous rencontrons. Ce succès, on le doit sans doute au Soleil bourguignon qui nous accueille depuis hier, voilà, récent, mais plus encore à la qualité de l'accueil et de la préparation qui est quand même beaucoup le fait du comité de pilotage dont nos amis dijonnais sont largement représentés.
Vous en avez cité tous les collègues de la direction de la culture de Dijon. Je citerai aussi Emmanuel Enras, le directeur de la culture, mais toute l'équipe des musées du patrimoine. Je ne vais pas me risquer à citer tous les collègues dont vous avez les noms dans le programme, et vraiment merci beaucoup. Je pense qu'il y a ce qui est très inspirant, et vous l'avez largement, Madame l'adjointe, évoqué, en montrant la fécondité des rapprochements, de l'ouverture, la présence d'une exposition faite avec la participation de nombreux partenaires par les archives municipales au musée de la vie bourguignonne, sur un thème d'ailleurs qui fait écho, parce que moi je viens de Lyon, et en ce moment même, les archives municipales travaillent sur le même sujet, et la bibliothèque municipale inaugure dans quelques jours une exposition intitulée Rêve, RAVE, et réalité. Et donc, tout ça fait beaucoup d'échos. Et du coup, ce que je souhaitais, alors je souhaiterais, dans les remerciements, associer également les autres membres du comité de pilotage qui ont préparé cette édition, et en particulier, outre nos amis dijonnais, l'équipe, les amis universitaires aussi, qui sont pleinement partie prenante. Serge Chaumier, qui est intervenu déjà hier soir et qui interviendra à plusieurs reprises dans le cours de ces journées. Alain Chenevet et ses étudiantes qui sont pleinement impliquées dans l'animation des conférences, des tables rondes et des ateliers de demain. Et puis aussi au sein de la FEMS, les membres du conseil d'administration qui ont œuvré aussi à la préparation de ces journées, Olivier Cogne, Marie Pottecher, Stéphanie Vergniaud. Je citerai aussi Julie Corteville, qui est également représentante du service des musées de France, mais qui est une ancienne présidente de la FEMS et membre associée aujourd'hui, et très, très active également. Et je ne voudrais pas oublier les deux chevilles ouvrières que sont François et Titouan, sans qui ces journées ne pourraient pas s'organiser aussi facilement. Pour ne pas être trop long, et peut-être poursuivre sur la lancée de ce que vous avez évoqué, Madame l'adjointe, sur le sens de ces rencontres, l'articulation entre les valeurs que sont portées à la FEMS et les politiques publiques de la culture. Peut-être redire que cette édition s'inscrit dans un cycle que nous avons souhaité se dérouler sur plusieurs années, qui a commencé l'année dernière à l'écomusée de l'Avesnois dans le Nord, donc un cycle consacré à l'écologie, à ce que nous avons appelé l'ambition écologique et solidaire, qui est le nom donné au manifeste que nous avons publié en début d'année, et qui est lui-même le fruit d'une rédaction collective, collégiale, qui a démarré lors des premières rencontres de l'année dernière, des premières rencontres de ce cycle. Donc nous sommes au deuxième volet. Après l'avoir travaillé sur les questions des récits, ce volet va plutôt s'intéresser à la question des collections et du patrimoine. Donc pas des petits sujets, bien sûr, mais sous le prisme des enjeux auxquels nous devons faire face. Et nous poursuivrons l'année prochaine avec un troisième volet. J'allais ajouter troisième et dernier volet, mais je ne suis pas certain que nous allons nous en sortir comme ça. Et donc, si nous avons engagé ce cycle-là, c'est pour en fait bien prendre conscience que les enjeux dans lesquels nous sommes ne sont pas juste une actualité provisoire, mais qu'ils nous entraînent dans quelque chose. Et Isabelle Notaris a évoqué assez longuement la question de l'engagement, qui est le premier sujet, la première thématique de la nouvelle formule de la lettre de l'OCIM. C'est pas tout à fait un hasard, qui coïncide aussi avec cette prise de position que la FEMS souhaite avoir avec ce cycle que nous avons lancé. Et puis le manifeste pour une ambition écologique et solidaire que vous avez pu prendre, pour ceux ou celles d'entre vous qui n'ont pas eu le temps d'en prendre connaissance, vous avez peut-être sans doute pu le prendre en arrivant sur les tables avant cette salle. Vous avez dû voir que les mots et les formules que nous utilisons ne sont pas des formules creuses. Le vocabulaire que nous utilisons, l'horizon que nous souhaitons proposer aux professionnels des musées, mais plus largement au monde de la culture et à notre société, dresse comme ça une ambition qui se veut très forte et qui, aujourd'hui, plus que jamais, j'hésite, je n'arrive pas à trouver les mots, parce que très vite, quand on parle de ces sujets, on emploie des formules un peu galvaudées, dont on a l'impression de les avoir entendues 1000 fois, et souvent on commence les introductions en disant « dans ce monde marqué par de profondes mutations », etc. Mais en fait, comme je le disais à certains collègues depuis hier, il y a des jours où je me frotte les yeux,
Et je me demande, est-ce qu'on est dans une actualité un peu chargée, qui va passer, ou est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de plus profond? Et en fait, il me semble que le mouvement dans lequel la FEM se lance depuis quelques années et qui se concrétise non seulement à travers les thématiques de rencontres, mais aussi dans tous les formats de rencontres que nous proposons tout au long de l'année, par la production, la prise de parole, prendre la parole au titre de la fédération, au titre du collectif que nous représentons, prend une valeur toute particulière. Et il me semble, et ce qui a été dit hier soir à la suite de la conférence et pendant la conférence de François Jarry, me fait penser qu'on est au bon endroit, c'est que finalement, et j'allais aussi rappeler l'inspiration que peut signifier pour nous le fait de tenir cette édition à Dijon, cet endroit où il y a un petit peu moins d'un demi-siècle, a été inventé comme ça, j'allais dire au coin d'une table, mais j'espère que Hugues de Vary nous racontera peut-être les circonstances dans lesquelles ce mot a été inventé. En fait, pour les écomusées, les musées de société, il s'agit peut-être simplement de revitaliser, de revivifier les valeurs qui sont nôtres, les modes de faire, les manières de travailler, des convictions que tous ces musées portent depuis longtemps. Et aujourd'hui, on voit affluer, le grand mot est un peu fort, mais en tout cas, on voit un certain nombre d'institutions qui rejoignent la FEMS depuis quelques années et qui trouvent dans notre fédération un lieu d'échange et de réflexion qui, comme le disent les statuts, insiste sur une seule chose, de mettre l'humain et le territoire au cœur du projet. C'est-à-dire, finalement, prendre conscience que ce qui compte pour un musée-société, une structure patrimoniale ou un écomusée, c'est la finalité, la raison d'être, et attraper les choses non pas par qui nous sommes, la question de la collection ou la question de nos structures institutionnelles, mais simplement juste se remettre à la pointe du projet la raison d'être, c'est-à-dire repolitiser d'une certaine manière nos projets. Et je terminerai l'an dernier, dans la petite allocution que j'avais faite en introduction des rencontres professionnelles dans l'Avesnois, j'avais cité le sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa qui nous parle d'accélération et de la réponse qui n'est pas le freinage mais la résonance, hein, c'est les notions qu'il a développées. Et cette année, je souhaitais, et c'est un petit peu aussi une sorte de teasing par rapport aux prochaines rencontres de l'année prochaine, parce qu'après avoir travaillé sur les récits et les collections, on évoquait, et Olivier Cohn en parlait encore hier soir, la question de la sobriété désirable. Mais je pense qu'on peut être nombreux et nombreuses ici à se sentir inspirés par une autre manière de voir les choses tout à fait complémentaire et absolument pas contradictoire, qui est développée par un Lyonnais, qui est un biologiste qui s'appelle Olivier Amand, qui a publié il y a 2 ans maintenant un petit texte où il a continué à développer sa pensée en la partageant avec de nombreuses professions, de nombreux penseurs sur ce qu'il appelait l'antidote au culte de la performance, en faisant l'éloge de la robustesse et en prenant l'exemple du monde du vivant, ce qui sera sans doute la thématique sur laquelle nous appuierons l'année prochaine, puisque la question du vivant et du patrimoine vivant, la relation au vivant, fait partie aussi du périmètre du champ de réflexion des écomusées, qui depuis l'origine travaillent sur la question des espèces vivantes, intégrées comme un patrimoine à part entière. Et donc Olivier Amand insiste beaucoup sur la robustesse, plus que sur la sobriété au sens strict, c'est-à-dire essayer de prendre conscience de la manière dont nous sommes toutes et tous obnubilés par la question de la performance, par l'efficacité et l'efficience, par l'optimisation, par la spécialisation, là où en fait il faudrait, pour tenir dans notre monde qui est caractérisé d'abord par la fluctuation et l'imprévisibilité, la robustesse, ça devrait nous parler, à nous, gens de patrimoine. Notre objectif, notre raison d'être, c'est de tenir, c'est de soutenir, de tenir, de résister et de tenir dans le temps, dans la durée. Donc la robustesse et prendre appui sur l'exemple du vivant, qui n'est pas fait d'optimisation et de performance, mais qui est fait d'aléatoire, même de gaspillage, mais surtout de liens. Et comme on dit, moins de biens, plus de liens, c'est d'ailleurs une des thématiques sur la décollection, la décroissance, thématique au cœur des rencontres de cette année à Dijon. Donc, ce que je dirais pour terminer, c'est qu'en fait, et la discussion que nous avons commencée hier soir déjà,
nous fait prendre conscience que dans notre société, mais là, on est vraiment à l'échelle mondiale aujourd'hui, il y a quelque chose qui peut être très inquiétant, qui pose la question de la manière dont on va être capable d'affirmer avec plus de force nos convictions et nos valeurs. C'est difficile, quand on travaille sur la complexité, sur la pluralité, sur la nuance, de l'affirmer de façon forte. Et on peut pas, c'est difficile de hurler avec les loups et de crier quelque chose auquel on tient. Donc il y a d'autres manières à inventer pour s'appuyer sur nos manières de travailler avec les gens. Nos publics sont d'abord les habitants de nos territoires. Et donc arriver à affirmer ce que nous sommes pour pouvoir exister dans un monde qui est de plus en plus violent et qui est même qui est activement engagé contre certains projets et certaines valeurs que nous souhaitons défendre. Donc il ne s'agit pas simplement de faire ce que nous avons à faire, mais il s'agit aussi de prouver que c'est plus qu'essentiel, comme vous l'avez dit, Madame l'adjointe. C'est tout l'enjeu, il me semble, non seulement de ces rencontres de quelques jours, mais aussi de ce qui suivra ensuite. Et je nous souhaite à toutes et tous, non seulement de passer de bons moments à Dijon, et je pense que c'est bien parti pour ça, mais aussi que nous repartions avec, une motivation renforcée pour les engagements qui nous attendent sur nos terrains professionnels respectifs. Merci à toutes et tous, et je donne la parole à Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Estelle Guy-Débute, comme l'a dit Xavier, adjointe au sous-directeur de la politique des musées au service des musées de France. Je vous remercie de m'avoir donné la parole, mais je vous rassure tout de suite, je vais être brève parce que je n'ignore pas qu'il nous faut tenir les délais qui nous sont impartis pour la qualité des échanges. Alors, je me permets de saluer la directrice régionale des affaires culturelles, Aimée Roger, également Madame l'adjointe au maire de la culture, Isabelle Notaris, directrice de l'OSIM, que nous avons aussi entendu, et bien sûr je salue Xavier et chacun d'entre vous ici, et pour reprendre l'expression consacrée, en vos titres et fonctions. Alors, j'étais absolument ravie, après l'intense édition avesnoise, de pouvoir participer à ces rencontres dijonnaises organisées par la FEMS cette année. Alors, je me dois d'excuser, bien sûr, Christelle Crève, chef du service des musées de France, qui aurait beaucoup apprécié pouvoir vous rejoindre, mais son agenda est extrêmement sollicité. Mais je ne vous cache pas que j'étais ravie quand elle m'a proposé de la représenter. Je n'ai pas caché ma joie. Alors, la FEMS, pour le service des musées de France, puisque je m'exprime en son nom, c'est d'abord un réseau professionnel et scientifique de grande qualité. C'est vous qui faites la qualité de ce réseau, les uns et les autres, au rayonnement national et même, on peut le dire, international, puisque je connais quelques affiliations en dehors de nos frontières, et très soutenu, il faut le dire, par le ministère de la Culture. Vous faites partie des rares associations qui sont toujours régulièrement subventionnées par le service des musées de France. Ce qui nous vaut, en plus d'une convention dans l'absolu fort peu intéressante, mais plutôt de nombreux échanges qui nourrissent cette convention, et c'est là la matière, je dirais, essentielle à nos débats, à la projection de nos politiques publiques sur le terrain, et aussi à la réinvention peut-être effectivement de nos modes de pensée. Alors, je me permets de rappeler, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, il y a quelques mois encore, en juillet, nous avons organisé conjointement, la FEMS et le service des musées de France, un webinaire sur le thème de la transversalité des collections. En fait, avec l'observation et l'expérience de ce qui se joue ici et là dans nos musées, à travers l'écriture du projet scientifique et culturel, à travers les politiques d'acquisition, on se rend compte que nous sommes souvent à l'intersection de nombreuses problématiques partagées qui dépassent totalement les silos ou typologies de collection.
Et donc, à ce moment-là, nous avions eu le plaisir de laisser intervenir un certain nombre de professionnels, de musées d'art contemporain, de musées de société, de musées d'histoire, etc., etc. Et pour un webinaire d'une journée, vous savez que c'est parfois difficile de retenir l'attention par ce biais, eh bien, plus d'une centaine, même 150 participants sont restés connectés jusqu'au bout. Et j'en profite pour remercier auprès de cette belle assemblée le permanent de l'association François Dossin qui n'avait pas ménagé ses efforts pour contribuer à la réussite de cet échange. Alors, je voulais aussi rappeler, mais Xavier, tu l'as fort bien dit, ces rencontres, elles s'inscrivent dans la logique d'un cycle. C'est assez intéressant d'ailleurs, cette approche pluriannuelle, qui n'est pas propre aux conventions, la preuve. Donc d'approfondir cette réflexion sur le thème finalement de la transition écologique, mais effectivement articulée à l'ambition sociale des musées. Donc je crois que le manifeste qui a été dévoilé au début de l'année, on va tous s'en emparer, ça va être un de nos guides de pensée et d'action. Et je crois que cette réflexion justement entraîne de nouveaux adhérents. Tu n'as pas eu l'occasion de le dire encore, Xavier, parce que tu es sans doute trop humble, mais il me revient de faire savoir que l'association de la FEMS aujourd'hui compte près de 200 adhérents. On n'est pas dans une logique de chiffres, hein, ce n'est pas ça qui prime, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes de qualité de réflexion, eh bien, on voit que ça mobilise de plus en plus de professionnels et d'institutions, et c'est sans doute l'une des associations nationales les plus dynamiques du moment dans sa croissance, si ce n'est la plus dynamique. Par ailleurs, je voulais souligner moi-même que les écomusées, musées de société que vous représentez très largement, mais pas seulement, ont été visionnaires. C'est vrai que de longtemps, le rapport des individus au territoire et à l'environnement a pu être questionné en votre association et aussi en vos établissements. Et je crois que ce positionnement, en tout cas, prend toute sa pertinence encore plus aujourd'hui par rapport aux questions économiques, sociales, politiques, internationales qui se jouent en ce moment. Bien entendu, je partage vos questionnements, vos angoisses même, je l'ai entendu dans les différentes prises de parole, il y a de quoi, mais j'ai envie de dire, continuons comme nous le faisons aujourd'hui à rester mobilisés pour la cause, et comme vous l'avez rappelé, Madame l'adjointe à la culture, c'est effectivement très important, il me semble, de concerner les uns et les autres dans nos actions, dans nos propositions, dans nos politiques publiques, si on veut pouvoir continuer à avancer de la sorte. Alors, certainement, au fil des journées, et je m'excuse déjà, je ne pourrai pas assister à l'ensemble des débats malheureusement, mais vous allez donc poser les problématiques en lien avec collection, patrimoine, acquisition. Je me permets aussi, c'est mon rôle, de rappeler l'importance du récolement. Vous savez que le second récolement touche son terme le 31 décembre de cette année. Et connaître sa collection, c'est la vérifier. Je vois que ça suscite quelques réactions. Mais c'est aussi finalement réinterroger l'impérative nécessité d'acquérir. Étant conservatrice moi-même, je sais quelle délectation on peut éprouver à acquérir, à faire entrer de nouveaux biens dans les collections. Mais à un moment, sincèrement, je pense qu'il faut collectivement se poser la question de l'opportunité de tel ou tel achat, l'acception de tel ou tel don, lorsqu'on n'arrive pas à tout montrer, lorsqu'on n'arrive pas à tout bien étudier. Donc, la décélération, c'est aussi un vrai sujet, effectivement. Je voulais souligner que le ministère lui-même est très engagé dans ces réflexions et donc le service des musées de France est en interaction régulière avec la haute fonctionnaire en charge de la transition écologique et sans doute savez-vous déjà que nous préparons un bilan carbone qui puisse être adapté aux musées. Puisque le modèle habituel finalement est un peu contre-productif nouveau, si on considère que les visiteurs sont ceux qui peut-être peuvent polluer le plus, cette situation n'est pas tenable pour nous et bien entendu le visiteur reste notre priorité. Donc il y a un nouveau modèle qui est en train d'être posé et j'espère que nous pourrons bientôt le partager.
Je voulais aussi souligner que nous sommes en plein dans le plan ruralité. Je pense que tout ça n'est absolument pas nouveau pour vous ici. Vous savez de longue date quelle est l'importance effectivement de travailler en lien avec les habitants, en lien avec le territoire plus ou moins proche. En tout cas, on ne peut que se réjouir que le ministère se soit pleinement emparé de cette problématique avec les assises du printemps de la ruralité, portées d'ailleurs très largement par les DRAC que l'on peut saluer en la matière dans leur action. Et je dois dire qu'au niveau du service des musées de France, le plan que nous avons mis en œuvre prend 2 dimensions. La première, un nouveau plan musée en quelque sorte, mais pensé pour les musées en milieu rural, avec des aides financières pour soutenir des opérations en investissement, mais aussi en fonctionnement. Et par ailleurs, l'ambition de pouvoir annoncer la publication d'un nouveau guide des musées ruraux qui devrait être disponible par le biais d'une application numérique à compter de la prochaine nuit des musées et dans un format papier à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Je ne vais pas être plus longue, simplement vous dire que je salue l'effort parce que je sais ce que ça demande en termes de temps bénévole pour organiser ces journées, en plus de son temps professionnel. Nos passions nous animent beaucoup, donc sans doute que les deux s'entremêlent. Je suis ravie que Dijon soit le creuset de ces réflexions. D'ailleurs, ville très emblématique de la diversité de nos musées. Je suis allée rendre visite hier à nos collègues du musée Magnien, implanté à Dijon, un de nos musées nationaux en région, des musées municipaux extrêmement dynamiques. Et j'ai eu grand plaisir, Madame l'adjointe, à travailler avec les professionnels de ces musées à l'occasion du groupe de travail diversité que nous avons porté les 18 derniers mois. Et les témoignages dijonnais ont été très précieux. Et je dois dire notamment tout ce qui est posé en termes de politique RH au niveau des recrutements. Et c'était très intéressant aussi d'avoir comme intervenants les représentants de ces services en plus des musées. Bien sûr, je salue aussi l'OCIM et je crois qu'Isabelle Notaris nous a effectivement convaincus de nous mobiliser pour les prochains événements et l'Université de Bourgogne qui est aussi un laboratoire très intéressant qui nourrit les réflexions ministérielles mais aussi d'autres associations, je pense à l'ICOM par exemple. Donc je salue ce partenariat au service d'une réflexion, je crois nous l'avons dit, engagée. J'ai pensé aussi qualifier ces réflexions d'agiles parce qu'elles sont en mouvement. Et comme on le disait tout à l'heure, Xavier, finalement, la définition de musée, on n'en finit jamais de la donner et d'y réfléchir. Et puis, surtout, j'ai senti une réflexion très incarnée au travers des premières prises de parole et merci aussi pour cela. Donc, à mon tour, je nous souhaite de bons échanges et sachez que le ministère et le service des musées de France est à votre écoute pour toutes ces raisons. Merci. Madame l'adjointe à la maire de Dijon, chère Christine Martin, monsieur le président de la Fédération des écomusées et musées de société, cher Xavier Delasseille, madame la directrice de l'OCIM, chère Isabelle Notaris, madame l'adjointe au sous-directeur du service des musées de France, chère Estelle Guilledébut, mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et ce n'est pas une formule d'usage. Je vous remercie sincèrement, monsieur le président, de votre invitation à laquelle je tenais à répondre favorablement. Tant vos rencontres annuelles et les thèmes que vous avez retenus pour les 3 années 2024 à 2026 autour de l'ambition écologique et sociale me paraissent pertinents, et aussi parce que je suis convaincue que les musées de société et écomusées ont une place toute particulière à jouer dans notre siècle, dans le rapport des populations à la culture. À un moment où la ministre de la Culture a placé la vitalité et la richesse culturelle des territoires ruraux au cœur des priorités de la politique culturelle de l'État, à un moment également où les enjeux de transition écologique nous mobilisent tous, collectivités, États, acteurs économiques, associatifs, citoyens bien sûr, priorité que soutient également le ministère de la Culture, encourager les réflexions d'avenir que porte la Fédération me semble essentiel, car ces réflexions non seulement vous sont utiles,
mais j'en suis certaine, permettent aussi de tracer des voies, comme cela a déjà été le cas par le passé pour les autres musées, et plus largement pour les autres structures et porteurs de projets culturels. L'article 1 de la charte qui fixe les objectifs et spécificités depuis le 4 mars 1980 des écomusées et musées de société, dans la suite du Conseil international des musées en 1971, qui en a établi la notion, définit ainsi les écomusées. L'écomusée est une institution culturelle assurant d'une manière permanente sur un territoire donné, avec la participation de la population, les fonctions de recherche, conservation, présentation, mise en valeur d'un ensemble de biens naturels et culturels, représentatifs d'un milieu et des modes de vie qui s'y succèdent. Représentant l'homme dans son milieu, que celui-ci soit naturel, industriel ou urbain, les écomusées et musées de société témoignent des relations et interactions des hommes et des femmes à leur environnement, par le travail, le paysage, les savoir-faire ou encore les fêtes et coutumes. Cette sensibilité première des écomusées au rapport des êtres humains à l'environnement se double d'autres aspects. Ces musées ont été parmi les premiers également à placer la question de la participation des habitants au cœur de leurs projets de médiation culturelle et d'action éducative bien sûr, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, de leurs projets scientifiques et culturels tout court. Car de manière consubstantielle, ils tissent ainsi depuis toujours un rapport étroit et spécifique à leur territoire et à leurs habitants. Enfin aussi, ils sont parmi les premiers à avoir relevé l'importance du patrimoine immatériel. Les sujets que vous allez traiter durant ces journées sont enfin majeurs, là aussi pour cette typologie d'établissement, mais également au-delà. Quelle politique raisonnée d'enrichissement des collections? Quelles modalités de collecte? Quelles conditions de conservation pour ces collections parfois très particulières? Comment les penser de manière durable? Quel apport du numérique de ce point de vue? Comment aussi, bien sûr, toujours renouveler la participation des habitants à la constitution de ces collections et le rapport des publics au parcours de visite et exposition. Si je suis heureuse de vous accueillir ici à Dijon et dans notre région Bourgogne-Franche-Comté, la plus rurale de France, ce qui est un motif de fierté, c'est aussi que nous comptons un nombre important d'écomusées dynamiques et exemplaires qui, pour la plupart, viennent ou sont en train de réécrire leurs projets scientifiques et culturels. Musée de la vie bourguignonne Perrin, depuis Cousin à Dijon, écomusée historique du Creusot-Monceau avec une visite de la Villa Perrusson au programme, écomusée du Morvan avec la Maison du patrimoine oral de Bourgogne et le musée des nourrices et des enfants de l'assistance publique, musée des maisons comtoises de Nancray, musée de Champlit, écomusée Pierre de Bresse et tant d'autres. Je confesse enfin que mon tout premier stage professionnel s'est fait au musée des ATP, de longues années avant l'ouverture du MUSEM. Cela concourt sans doute aussi à mon intérêt et à vrai dire mon affection pour ces musées qui parlent à nos sensibilités, qui traitent des questions de transmission entre générations et qui nous invitent à réfléchir à ce qui fait société. Je me réjouis, comme d'autres avant moi, d'entendre la conférence de M. Hugues de Varine, qui sera grand témoin à ces rencontres, et de M. Alexandre Delarge, président honoraire de la FEMS. Je vous félicite pour ce beau programme qui vous conduira à découvrir certains de nos trésors régionaux et remercie toutes les parties prenantes pour cette organisation, en particulier le comité scientifique, les salariés de l'association et la ville de Dijon, bien sûr, pour son accueil et son soutien constant porté à ces musées. Vous l'aurez compris, la DRAC est particulièrement heureuse d'apporter son concours financier et technique à la tenue de ces journées, et je profite aussi de cette occasion pour saluer et remercier leur participation à ces travaux, les deux collaborateurs de la DRAC, que sont le conseiller des musées Lionel Marcus et le conseiller ethnologie Lionel Barbe, puisque nous disposons encore de son concours précieux. Merci à tous et bonne journée.